Bonjour, je remercie déjà les organisateurs de m'avoir invité pour vous parler des différentes topographies de stimulation électrique. Alors c'est déjà un vaste sujet, on va essayer déjà de se centrer sur les thèmes de ces deux journées que sont la neuromodulation et le handicap neurologique. Je commencerai par vous présenter des définitions, avec la définition du thème d'aujourd'hui, que la neuromodulation. C'est une technique qui est employée pour augmenter ou diminuer l'excitabilité d'un neurone ou d'un groupe de neurones, soit par le biais d'une électrode de stimulation, et ça va être l'objet de ma présentation aujourd'hui, soit d'un cathéter apportant un produit médicamenteux. Je continue avec la notion de plasticité cérébrale, puisque c'est un ensemble de mécanismes cérébraux qui permettent au cerveau d'adapter son fonctionnement afin de répondre à une situation nouvelle. Et donc dans ces mécanismes cérébraux, il y a des modifications de l'excitabilité neuronale, l'excitabilité synaptique, et donc à travers ces stimulations électriques, en tant qu'outil de neuromodulation, on va vouloir guider, induire une plasticité cérébrale. Et en particulier, après un handicap neurologique, c'est cette situation nouvelle auquel le cerveau doit faire face, et donc on va essayer de guider cette plasticité cérébrale via un outil de neuromodulation, dont les stimulations électriques. Donc je vais vous parler des stimulations électriques à visée neuromodulatrice. On va le voir, elles peuvent, je vous ai dit, c'est un large champ à vous présenter, avec des stimulations qui sont invasives, d'autres non. Il y en a un certain nombre qui ont déjà de larges applications cliniques, d'autres qui sont encore au stade préclinique. Les stimulations peuvent être différentes, avec des paramètres de stimulation qui vont varier, et donc l'effet va varier. Et ces stimulations peuvent être seules ou couplées. Ce ne sera pas une présentation qui pourra être exhaustive, bien sûr. Je vais essayer de vous en présenter un certain nombre, et un certain nombre aussi sera bien sûr poursuivi lors de ces journées. Donc, je vais vous parler des stimulations cérébrales, des stimulations couplées, que sont les stimulations cérébrales et les stimulations périphériques. C'est ce qu'on appelle la paire d'associative stimulation. Des stimulations électriques périphériques, uniques, enfin non couplées aux stimulations magnétiques. Donc, j'ai regroupé membres supérieurs et membres inférieurs. On parlera aussi de quelques mots sur les stimulations pharyngées, les stimulations électriques à visée respiratoire ou périnéale. Donc, pour commencer, sur les stimulations cérébrales invasives. Vous connaissez bien, c'est largement utilisé maintenant. Ce sont les stimulations profondes par une microélectrode qui sont positionnés au niveau des noyaux gris centraux dans les mouvements anormaux tels que la maladie de Parkinson ou les tremblements, mais aussi dans les douleurs neurogènes chroniques où cette microélectrode est positionnée au niveau du thalamus ou de la substance grise périaqueducale, substance grise périventriculaire. Donc là, c'est des applications cliniques que vous connaissez bien. Et il y a des stimulations cérébrales invasives qui, là, sont encore au stade préclinique. Et par exemple, je vous cite les travaux de Braun qui ont réalisé une stimulation épidurale en regard de l'aire motrice pendant 3 semaines chez des patients hémiplégiques chroniques. Les premiers résultats étaient intéressants au niveau de la motricité, mais malheureusement, ces essais n'ont pas continué, probablement par rapport à la lourdeur de ce type de stimulation. Oula. Il y a un problème, excusez-moi. Ensuite, les stimulations cérébrales non invasives. C'est ce qu'on appelle aussi la neuromodulation non invasive ou le non-invasive brain stimulation, quand on retrouve dans les publications. Ce sont des stimulations qui sont largement développées pour être utilisées comme outil de neuromodulation dans les lésions du système nerveux central, dont le modèle principal est l'accident vasculaire cérébral. Et on peut dire que c'est encore au stade préclinique. Ces stimulations reposent sur le concept de balance interhémisphérique. En fait, il existe des communications interhémisphériques chez le sujet sain qui sont principalement inhibitrices. Or, lorsqu'il y a une lésion, eh bien, l'inhibition de l'hémisphère lésé sur l'hémisphère sain va diminuer du fait de la lésion, ce qui va aboutir à une hyperexcitabilité de l'hémisphère sain, qui du coup va augmenter son inhibition sur l'hémisphère lésé. Et donc, le résultat du déficit, le déficit qu'on voit après une lésion est le résultat de la lésion, mais aussi cette perturbation de cette balance interhémisphérique. C'est un concept qui commence à être débattu, mais en tout cas, c'est sur celui-là qu'on utilise pour développer les stimulations cérébrales non invasives. Donc, ces stimulations ont comme objectif de rétablir cette balance, soit en utilisant des stimulations qui auront un effet excitateur sur l'hémisphère lésé, soit avoir un effet inhibiteur sur l'hémisphère sain et rétablir cette balance. Ce sont des outils
Donc il y a la TMS, la Theta Burst Stimulation, qui est donc une stimulation transcrânienne magnétique de très haute fréquence, les stimulations galvaniques, le TDCS, ou bien le PAS dont on parlera. Et vous voyez, ces stimulations, on fait varier les paramètres, et le site de stimulation, on va faire varier l'effet. Et dans les pathologies neurologiques, dans les lésions du système nerveux central, on a montré que ces stimulations avaient des post-effets durables, c'est-à-dire qu'à la fin de la stimulation, il y avait des effets qui perduraient, et c'était des effets qui se traduisaient au niveau électrophysiologique, en imagerie fonctionnelle, mais aussi au niveau de l'examen clinique du patient sur des données analytiques ou bien fonctionnelles. Cela sera bien plus présenté par la suite. Donc, la TDCS, ou stimulation électrique transcrânienne en courant continu, ce sont nos courants galvaniques qu'il y a dans les salles de kinésithérapie, où c'est des courants électriques continus de faible intensité. Et on va utiliser deux électrodes. Et c'est un outil de neuromodulation qui va varier donc en fonction du type de stimulation. Si l'électrode, l'anode, est positionnée au niveau de la zone cible, l'aire cérébrale cible, on parlera de stimulation anodale, et là on aura un post-effet excitateur, on va les faciliter, on va avoir un effet excitateur au niveau du cerveau. Au contraire, si on utilise une cathode, on va parler de stimulation cathodale, et on aura un effet inhibiteur. Donc suivant ce concept de balance interhémisphérique, on va positionner ces électrodes sur l'hémisphère sain et l'hémisphère lésé. Et dans les littératures, on retrouve de nombreux champs d'application que sont la motricité et la spasticité avec des électrodes. Donc, ils vont être positionnés en regard des aires motrices, mais aussi à négligence au niveau du cortex pariétal, le langage au niveau frontal, aussi au niveau la conscience au niveau frontal. Par contre, la TDCS n'a pas d'effet dans la douleur. Je transgresse un tout petit peu ma présentation en parlant de stimulation magnétique transcrânienne. Le principe consiste à envoyer une décharge électrique dans une bobine de cuivre qui induit une fluctuation rapide du champ magnétique qui du coup n'est pas atténuée par la peau et le crâne et qui va induire un courant électrique dans le cortex et une dépolarisation neuronale. Donc la stimulation magnétique transcrânienne est un vecteur de courant. Cela sera aussi développé par la suite, mais je vous dis un mot parce que c'est un outil qui est utile. C'est la deuxième stimulation de la paire d'associative stimulation. Donc la PAS, c'est deux stimulations couplées. Une stimulation électrique périphérique qui est associée à une stimulation magnétique en regard du cortex moteur dans l'étude Princeps de Stéphane. C'était une stimulation électrique qui était appliquée sur le nerf médian de la main. Et cette stimulation couplée était répétée à une fréquence de 0,05 Hz pendant 30 minutes. Donc en fait, le sujet recevait 90 paires de stimuli. Et dans ce protocole, l'intervalle de temps entre les deux stimulations est capital, puisqu'en fait, quand il y avait 25 millisecondes entre les deux stimulations, donc quand la stimulation périphérique précédait de 25 millisecondes la stimulation magnétique, on avait fait un effet facilitateur. On induisait une augmentation de l'excitabilité corticale. Au contraire, quand l'intervalle de temps était plus court, 10 millisecondes, eh bien, on avait un effet inhibiteur. Donc c'est un outil de neuromodulation et ces mécanismes seraient proches de la potentialisation à long terme et de la dépression à long terme. Comme cet outil de neuromodulation est utilisé dans le handicap neurologique, c'est encore des études au stade préclinique. Alors, chez les patients hémiplégiques, c'était développé au membre supérieur par notre équipe, où la stimulation électrique était appliquée par un train de stimulation électrique au niveau d'un muscle, le muscle extenseur du poignet. Ça a été aussi développé au niveau des membres inférieurs chez les patients hémiplégiques. Alors au niveau du nerf fibulaire parétique dans l'équipe de Huy et Reading, et au niveau du nerf fibulaire sain par l'étude de Jayaram, où là par contre on induisait une dépression, puisque je vous ai dit que suivant l'intervalle on va avoir un effet inhibiteur. Donc en fait ils appliquaient la stimulation électrique au niveau du nerf fibulaire sain, du côté sain, et la stimulation cérébrale aussi du côté sain. Et ils induisaient un effet inhibiteur de l'hémisphère sain pour rétablir cette balance interhémisphérique. C'est un protocole qui a été aussi proposé chez les patients blessés médulaires incomplets, donc appliqué directement au niveau du nerf ulnaire ou bien au niveau du nerf tibial, suivant les quelques études. Maintenant, je vais vous parler des stimulations électriques uniquement périphériques, alors à visée motrice au niveau des membres supérieurs et membres inférieurs. Donc les stimulations électriques, on le sait bien, sont utilisées dans notre pratique courante en tant qu'une intervention thérapeutique.
Et on a montré dans les dernières années que cela induisait une plasticité cérébrale. C'est ce qu'on appelle aussi une notion de transformation sensorimotrice. Et une des études importantes dans ce domaine est celle de Reading en 2000, où ils ont appliqué chez le sujet sain une stimulation du nerf ulnaire pendant 2 heures à une fréquence de 10 Hz. Et ils ont montré, alors c'est les schémas sur la droite, où ils ont étudié l'excitabilité corticale, donc vraiment l'effet sur la plasticité cérébrale de cette stimulation, et ils ont montré que ça augmentait l'excitabilité corticale des muscles innervés par le nerf ulnaire, à savoir le premier interosseux et le muscle adducteur du pouce. Mais par contre, cet effet était spécifique du site de stimulation, puisqu'il n'y avait pas d'effet sur le muscle abducteur du pouce, et donc c'était une stimulation sensorielle qui induisait un effet moteur. Donc c'était une des premières études qui a permis de le montrer. Même si les stimulations électriques sont largement utilisées, je vous l'ai dit, depuis de nombreuses années, et on les utilise pour améliorer une fonction volontaire. Donc ces stimulations électriques périphériques peuvent être appliquées directement sur un muscle ou bien sur les nerfs, et donc on peut, suivant les types de protocoles, c'est appliqué sur des nerfs cutanés, des nerfs mixtes, ça peut être à visée proprioceptive, ça peut être des stimulations excitomotrices, neuromusculaires, elles sont très variées. J'ai choisi de vous présenter quelques stimulations électriques chez le patient hémiplégique, où il y a celle de Conforto en 2002, qui est une étude importante, qui consistait au même protocole que ce que je viens de vous présenter avec Reading, qui était une stimulation du nerf médian pendant 2 heures. Et il a permis de montrer une amélioration de l'appréhension chez les patients hémiplégiques. Une stimulation sensitive pure avec le TENS à des fréquences de 100 Hz. Ça a été reconnu récemment comme un effet bénéfique associé à une rééducation active. Donc, dans les principes de rééducation, on propose de diversifier les outils de stimulation chez les patients hémiplégiques. Et donc là, ils ont montré qu'une stimulation sensitive associée à une rééducation motrice avait tout à fait son intérêt. Les premiers à l'avoir développé sont l'équipe de Levin et Wishan qui l'ont appliqué sur le nerf fibulaire et qui ont montré un effet à la fois moteur, mais aussi une diminution de la spasticité. Et c'est largement utilisé, où récemment, Tison a proposé de mettre en place cette stimulation de TENS au niveau du nerf fibulaire et laisser les patients vaquer à leurs occupations et montrer que ça avait un effet, ça a amélioré la marche. On peut aussi stimuler directement le muscle avec stimulation neuromusculaire, avec une application sur les muscles extenseurs du poignet et des doigts, tels que l'a fait Powell. Ces stimulations électriques ont aussi leur place chez le blessé médulaire, en particulier blessé médulaire incomplet, et on le comprend avec cette étude ce papier de Bacchus qui a bien souligné les similitudes entre la prise en charge rééducative des patients hémiplégiques et tétraplégiques incomplets. Et donc on comprend bien qu'on retrouve les mêmes résultats, des études similaires à celles chez le patient hémiplégique, avec les stimulations somatosensorielles, où Berkhuizen a développé des stimulations du nerf médian pour améliorer la préhension chez ces patients. Le TENS, en tant qu'outil de stimulation sensitive pure, appliqué sur le nerf fibulaire pour améliorer la marche, ou bien des stimulations neuromusculaires, telles que l'étude de Clowers, qu'il a proposée au niveau des muscles proximaux de l'épaule, deltoïdes et biceps. Ces stimulations électriques à visée motrice au niveau du membre supérieur, membre inférieur, peuvent être appliquées seules ou couplées. On l'a vu, on peut être couplé avec la stimulation magnétique transcrânienne, mais ça peut être couplé à l'activité électromyographique où la stimulation électrique sera déclenchée à partir d'un certain niveau de recueil de l'activité électromyographique. Donc on va aller accentuer, augmenter le mouvement que le patient va faire, ou ça peut être associé à des techniques de rééducation du robot. Elles ont en tout cas l'objectif de proposer une rééducation orientée vers la tâche avec des exercices répétés d'intensité croissante tels que sont les recommandations de la prise en charge rééducative de nos patients neurologiques. Une stimulation électrique particulière qui est la stimulation électrique fonctionnelle, où tout à l'heure je vous ai dit que les stimulations électriques c'était pour améliorer une fonction volontaire. Là on est là pour supplémenter une fonction perdue, où on va appliquer une stimulation électrique nerveuse qui va entraîner une relaxation musculaire, avec un travail avec comme objectif au niveau des membres inférieurs d'améliorer la marche, ou au membre supérieur au niveau de la pince. C'est des stimulations qui sont étudiées depuis les années 60, avec au début c'était appliqué au niveau du nerf fibulaire pour améliorer le relevé du pied. Et vous voyez différents dispositifs sur le marché.
Donc au début, je vous disais, c'était pour appliquer au niveau du nerf fibulaire, c'était un seul canal de stimulation. Et puis avec les années, sont développées les stimulations avec plusieurs canaux. C'est des courants électriques biphasiques avec des paramètres qui ont été relevés comme importants dans cette stimulation. C'est donc une durée de stimulation entre 30 et 500 microsecondes, une fréquence entre 20 et 50 Hz et une amplitude qui doit être inférieure à 100 mA. Les électrodes peuvent être cutanées ou implantées, mais dans ce cas-là, il y a le problème de la douleur, le problème infectieux. Ces stimulations électriques peuvent être déclenchées par un fonctionnement cyclique ou alors être plus adaptées au patient avec un déclenchement sur le signal électromyographique ou les interfaces cerveau-machine. Enfin, elles peuvent être aussi couplées à une orthèse parce que juste faire une contraction musculaire, un mouvement, ne va pas dire qu'on améliore la fonction. Et donc, il va y avoir des robots ou des orthèses pour faciliter la fonction, puisque c'est l'objectif de cette stimulation. Le mode d'action, il y a l'effet prothétique, mais aussi, est souligné dans la littérature, c'est des post-effets. Donc, le fait d'induire une plasticité cérébrale. Alors, les mécanismes d'action sont encore débattus, mais ça pourrait reposer sur les stimulations des afférences, donc entraîner une modulation sensorimotrice via la stimulation électrique. Il y aurait aussi un effet synaptique médulaire via la stimulation antidromique au niveau des efférences. C'était la théorie de Rushton en 2003. Et puis, il y a aussi cette notion de réapprentissage moteur avec répétition du mouvement, tel que nous l'avons vu pour les stimulations électriques en général. Donc, je change de site de stimulation pour vous parler des stimulations pharyngées, puisque vous savez bien que les troubles de la déglutition après un accident vasculaire cérébraux sont fréquents, ils sont à risque de complications. Et là aussi, les stimulations électriques vont pouvoir aider la rééducation de ces patients. Alors, aux États-Unis, ils utilisent énormément les stimulations neuromusculaires qui s'appliquent donc au niveau des muscles, des stimulations externes qui sont appliquées au niveau du muscle du pharynx. Et ils ont montré leur intérêt dans cette prise en charge des troubles de la déglutition, avec entre autres une augmentation de l'ascension laryngée, qui est très importante dans le temps pharyngé de la déglutition, une augmentation de la force musculaire. On peut aussi utiliser des stimulations uniquement sensitives, et ça a été développé entre autres par Galas, où ils appliquent les stimulations sous-mentonnières avec un TENS. Enfin, plus encore au niveau préclinique, c'est le PAS, cette fameuse stimulation couplée, où l'équipe de Michaud et Hamdi ont proposé une stimulation pharyngée couplée à une stimulation magnétique transcrânienne au niveau de l'aire motrice du pharynx, donc ils nous ont répété pendant 20 minutes pour améliorer aussi les paramètres de déglutition. Les stimulations électriques à visée respiratoire, le blessé médulaire au-dessus de C4 est dépendant d'un respirateur, et donc il a été développé des stimulations pour essayer de le sevrer du respirateur. Là, ce sont des stimulations invasives avec le nerf phrénique, où on va directement aller stimuler le nerf phrénique, ou au contraire stimuler directement le diaphragme. Plus récemment, chez des patients incomplets, étaient proposées des stimulations électriques cutanées au niveau des muscles abdominaux pour aller favoriser le cycle respiratoire. Les stimulations électriques à visée périnéale, elles ont de nombreuses indications urinaires, digestives, et une qui est invasive, définitive, est la stimulation électrique des racines antérieures, sacrées, dit de Brindley. Donc elle est définitive parce qu'elle consiste à aller faire une laminectomie et aller poser l'électrode directement au niveau de la racine antérieure sacrée. Donc c'est proposé chez BC médulaire complet au-dessus de D10. Ça s'associe à une radicotomie postérieure, donc il faut en effet qu'il soit complet, qu'il n'y ait pas de sensibilité. Et cette électrode est reliée à un boîtier qui est à 2 électrodes sous-cutanées. Et ensuite, on va aller fixer des électrodes par voie transcutanée et aller activer ces électrodes via ce boîtier au moment d'aller uriner ou au contraire pour aller à la selle. Ça peut avoir aussi un effet érectile. Ensuite, il y a ce qu'on appelle vraiment la neuromodulation des racines sacrées postérieures. Là, par contre, c'est invasif, mais non définitif, puisque ça consiste à aller mettre une électrode au niveau épidural, au niveau des racines sacrées, avec une stimulation, un pacemaker, comme on peut voir ailleurs. Et enfin, une stimulation non invasive, qui est le TENS, qui est appliqué au niveau du nerf tibial, qui va être appliqué pendant 20 à 30 minutes et qui a montré son intérêt dans le traitement de l'hyperactivité vésicale neurologique. Ça vous sera présenté plus en détail demain.
Des stimulations que je n'ai pas pu classer, mais ailleurs, qui sont d'autres stimulations invasives avec des applications cliniques, qui sont la stimulation du nerf vague en cas d'épilepsie ou de dépression rebelle au traitement, et des stimulations épidurales médulaires qui sont en train de se développer pour faciliter la marche chez le blessé médulaire. Mais là aussi, vous aurez d'autres présentations à ce sujet. Je terminerai par les douleurs neurogènes, où là, on va aller appliquer le fameux TENS qu'on connaît, qu'on utilise largement, sur le site de la douleur ou le trajet douloureux. Et on a deux types de programmes à notre disposition, qui est le programme Gate Control à très haute fréquence, mais qui doit être à un seuil inframoteur. Et on a aussi un programme endorphinique qui, lui, est plus lent et qui, lui, va induire une stimulation motrice. Et donc, c'est largement utilisé chez nos patients neurologiques et ça a montré son efficacité dans ces douleurs neurogènes. Donc en conclusion, les stimulations électriques, il y a de nombreuses indications, que ce soit thérapeutiques ou rééducatives, même s'il y en a encore un certain nombre qui sont au stade préclinique. Il y a déjà un large champ d'application en médecine physique, avec l'utilisation de stimulations sensorielles, des stimulations qui vont permettre de faire une stimulation répétée, intensive, orientée vers une tâche, qui répond complètement aux critères de la rééducation des patients avec un handicap neurologique. Y a-t-il quelques questions? Alors moi j'en ai une. Est-ce que vous avez trouvé dans la littérature quelque chose? Est-ce que c'est mieux d'avoir un mouvement avec, donc d'avoir de la stimulation excitomotrice, ou est-ce que juste du sensoriel suffit? Parce qu'en fait on voit qu'il y a beaucoup de stimulations type sensitive qui ont une efficacité. Est-ce qu'il faut rajouter forcément un mouvement ou pas? Il n'y a pas de différence entre les types de stimulation, mais par contre, ce qu'on cherche, c'est à faire des stimulations variées. Donc la stimulation sensorielle va permettre de stimuler les afférences, et si on fait des mouvements répétés musculaires, on va être plus sur de la rééducation active, donc on répondra à cet objectif. Oui, mais quand on stimule un excitomoteur, on stimule aussi les afférences sensitives, donc la question est de savoir si... Il n'y a pas de différence. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Monsieur Perronou. Merci pour cette très belle présentation. Je voulais juste revenir sur votre définition de la neuromodulation. Je me suis demandé si ce n'était pas un tout petit peu réducteur de définir la neuromodulation comme toute technique permettant d'exciter ou d'inhiber les neurones. Pourquoi revenir aux neurones? Parce que c'est la définition que j'ai trouvée dans beaucoup de publications. Par exemple, les différentes techniques qu'on utilise en rééducation, avec les techniques de manipulation sensorielle, c'est quand même, probablement, ça peut être considéré comme la neuromodulation. On sait que ça a un effet sur la plasticité cérébrale. Pour autant, il n'y a pas eu de démonstration que ça inhibe ou que ça excite un neurone ou un groupe de neurones donné. C'était ça ma remarque. Je suis bien d'accord qu'il y a d'autres outils de neuromodulation que la stimulation électrique. Ou la stimulation par un cathéter. Mais j'ai été surprise justement de trouver cette définition à plusieurs reprises dans les publications. Mais je suis d'accord que c'est réducteur.